Nous avons beaucoup spéculé en fin de compte sur la crédibilité internationale retrouvée ou non de la France grâce à la loi Sapin 2. Évidemment, le mieux pour nous indiquer si cette crédibilité internationale est retrouvée, c'est d'interroger un étranger familier et amical, qui puisse nous dire quelle perception il y a à l'étranger, également du point de vue de la Banque mondiale, des nouveaux développements législatifs en France. Eh bien, je remercie beaucoup les collègues pour cette invitation, d'ailleurs aussi pour la présentation, parce que je pense qu'une petite ironie aurait pu parcourir l'audience en imaginant qu'un Italien venait faire des observations sur la loi française anticorruption, mais désormais, je pense que ça fait partie aussi des lieux communs qui ont été dépassés. Et je dirais que dès lors qu'on regarde la loi Sapin 2 de l'étranger, elle est à mon sens, et je résume vraiment de manière très simpliste un certain nombre d'éléments, est à la fois un objet très fascinant, je le dirais pour des raisons qui me paraissent évidentes, mais je le dirais très brièvement, beaucoup a été dit par ceux qui sont beaucoup plus autorisés que moi. C'est un objet assez mystérieux pour moi, et je mettrai un peu le doigt sur certains éléments qui restent, à mon avis, en tout cas vus de l'extérieur ou vus de l'étranger, comme des éléments qui se prêtent à des questions, en tout cas à mes questions, auxquelles vous avez déjà donné largement des réponses, mais quelques-unes de mes questions resteront sur place. Et puis c'est un objet vaguement menaçant, vu de l'étranger, en tout cas pour les entreprises étrangères. Et alors, c'est par cet enchaînement-là que je traiterai très brièvement de certains des éléments qui, à mon avis, surgissent aujourd'hui dans les débats internationaux, ou en tout cas qui ont retenu mon attention. Je serai court, je l'ai dit, sur le fait qu'il s'agit d'un objet extrêmement fascinant. Et je pense qu'encore une fois, la France démontre une capacité d'interpréter les droits, y compris les droits pénals, d'une manière qui est assez bouleversante. Si on le regarde à la fois du point de vue du droit anglo-saxon ou du droit romano-germanique. On ne peut pas oublier d'ailleurs que c'était la France, le premier pays romano-germanique qui a introduit, sans beaucoup d'hésitation, la responsabilité des personnes morales en 1992, alors que beaucoup d'autres pays faisaient résistance, et l'Allemagne le fait toujours. Mais je vous rassure, il ne s'agit pas ici d'intégrer ni la perspective anglo-saxonne, ni la perspective romano-germanique, ni encore une troisième perspective qui aurait pu être adoptée, qui est celle des institutions internationales, et notamment de l'OCDE, qui avait des attentes très significatives à l'encontre de la France, ne serait-ce que parce que son siège était à quelques kilomètres d'ici. Et donc, les différents rapports qui avaient touché la France, il faut le dire, ont certainement eu un effet, ça on le voit d'ailleurs dans les travaux préparatoires, sur un certain mouvement, sur une certaine dynamique. Mais il faut dire effectivement que le choix de la France de se situer de manière assez originale dans le cadre juridique comparé, tout en rompant avec un certain nombre de tabous et s'inspirant aussi des mouvements qui étaient plus larges, soulève, en tout cas à moi, un énorme intérêt intellectuel, un très grand intérêt pratique, et ouvre très probablement la voie à d'autres pays pour que le même chemin soit entamé. Et alors, je ne veux pas m'arrêter ici avec les compliments, et il y en aurait beaucoup d'autres à faire, mais je ne rentrerai non plus dans les détails. Et je passerai quand même à ce qui me paraît les plus mystérieux de cette loi, en sachant, en tout cas, du dispositif complexe que je retrouve aux articles de 17 à 22 de la loi, que j'ai eu l'occasion de regarder à nouveau de manière un peu plus approfondie à l'occasion de cette conférence. Et je dirais que finalement, la chose qui me frappe, j'articulerai peut-être les choses de la manière suivante. C'est un objet un peu mystérieux du point de vue du professeur de droit que je suis. C'est un objet légèrement menaçant du point de vue de l'entreprise étrangère qui pourrait regarder au marché français. Alors, premièrement, pourquoi j'ai dit que c'est un objet un peu mystérieux? Je ne veux pas rentrer dans la question qui a été largement touchée des settlements ou des deals de justice, comme certains l'ont dit. Je pense à Antoine Garapon, qui avait quand même une approche très critique par rapport à ça.
je ne vais pas rentrer dans la dimension négociée de la justice pénale qui me paraît un élément extrêmement important, mais qui a été largement développé. Mais vu de l'extérieur, ce qui ouvre le nombre plus important de points d'interrogation concernant le choix législatif français, c'est le rôle, la fonction qu'on attribue à la compliance, à la conformité. Parce que, et là c'est les professeurs un peu qui parlent, donc vous m'en passerez parce qu'il y a peut-être trop de théories là-dedans. Mais à vrai dire, la conformité, qui n'est pas exactement la compliance, je dirais que même la traduction n'exprime pas forcément la dimension dynamique d'adaptation volontaire à un certain nombre d'attentes normatives et d'autorégulation. Ça a été dit, mais j'y reviendrai dans un instant. La conformité joue sur 3 dimensions dans la loi, en tout cas tel que je l'ai compris. Elle joue en tant qu'obligation, avec un certain nombre de conséquences, et ça, c'est les premiers éléments qui frappent l'observateur étranger. Elle joue en tant que sanction, peine, qui peut être infligée à l'encontre des auteurs, personnes morales de certaines infractions, notamment des infractions dont on parle, de la corruption ou du trafic d'influence internationale. Elle joue aussi, je pense, c'est peut-être plus difficile à classer, sous une 3e forme, qui est une forme d'imposition, d'injonction. Et alors, dans ces 3 dimensions que je vais repérer très rapidement, effectivement, ce n'est pas aujourd'hui l'occasion pour aller dans des détails, il semblerait finalement qu'il y a une certaine transfiguration à la française de la compliance. Premièrement, parce que la compliance ou la conformité, en tant que telle, c'est un mouvement qui se veut d'auto-organisation et d'autodiscipline de l'entreprise, en tout cas historiquement. Alors, je pense qu'on peut opposer à cette affirmation un argument. On peut dire que désormais, des grandes entreprises dépassant les 500 employés sont toutes dotées des systèmes de conformité et beaucoup d'entre elles, elles sont dans l'obligation découlant du réseau d'impératifs normatifs auquel on faisait référence tout à l'heure. Donc, c'est peut-être pas tellement étonnant que ça devienne une obligation. Mais la conséquence, quelle est? La conséquence des systèmes français, c'est qu'on peut être sanctionné pour défaut de conformité. Et on peut être sanctionné à la fois sur les plans administratifs. On a entendu la modération qui accompagne. Je ne la connais pas parce que finalement, je ne m'occupe pas, en tout cas pas jusqu'à maintenant de la pratique de l'AFA. Elle peut être sanctionnée sur les plans pénal. Et alors, moi, quand je lis qu'en cas de manquement constaté aux obligations qui sont celles édictées par l'article 17, qui sont les 8 chapitres fondamentaux de la conformité, sur lesquels, qui sont plutôt classiques au fond. Mais quand on dit qu'on peut, en cas de manquement constaté, un avertissement peut être adressé, la commission des sanctions peut être saisie, la commission des sanctions peut enjoindre à des sociétés d'adapter des procédures et puis que des sanctions peuvent être appliquées, même pécuniaires. Je me demande, mais à quelle conformité il faut être conforme? Mais c'est vrai, c'est une énorme question que tout le monde connaît. Ça veut dire les manquements, c'est par rapport à quels critères ou à quels paramètres. Et pour l'instant, cette dimension de l'adaptation de la conformité, qui est un thème mondial, ce n'est pas purement un thème français, il repose peut-être dans les mains de l'AFA, peut-être, qui s'en sert, tel qu'on l'a entendu, de manière absolument discrète et modérée. Et puis, non, mais là, c'est... Et plus loin, peut-être un jour dans les juges. Mais la conformité, et je sais que je fais des raccourcis, est aussi une sanction, et c'est une sanction pénale. C'est quand même quelque chose qui me frappe de la loi française, parce que dans les modifications du code pénal, on retrouve qu'un délit peut être sanctionné, évidemment on fait référence au délit dont on traite aujourd'hui, peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre sous le contrôle de l'agence, et je pense que là il y a des questions qui ont été posées dans la doctrine, dans les rapports entre l'autorité judiciaire et l'agence, mais ce n'est pas aujourd'hui que je le développerai. Il peut être donc sanctionné par l'obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence
des mesures et des procédures dont on fait état dans l'article 17. Donc, conformité en tant qu'obligation, sanctionnée au cas de manquement, mais conformité en tant que sanction pénale au sein du code pénal, dont évidemment, dans l'hypothèse de violation, une nouvelle infraction, les délits de non-respect de l'obligation de conformité, ce qui fait un enchaînement encore plus complexe. Alors, je ne m'étendrai pas sur la troisième dimension parce qu'elle est plus floue, en tout cas dans l'encadrement que j'essaie d'imaginer ici, mais j'ai vu quand même apparaître la possibilité d'enjoindre, évidemment, à l'entreprise de se doter d'une conformité qui serait inspirée d'un modèle que je ne connais pas, à la fois par l'AFA, mais aussi, si je le comprends bien, dans les cadres de la Convention judiciaire d'intérêt public. Donc, vous voyez, il y a trois déclinaisons, il y a trois modalités de la conformité qui ne sont pas forcément celles qui respectent au mieux les termes du débat et de la pratique telle que je la connais, en tout cas au niveau international. Et voilà donc un objet mystérieux avec quelques éléments qui certainement m'amènera à étudier plus, parce que je suis sûr que mes remarques s'exposent à des critiques étant celui qui connaît le moins ces dispositifs. Mais je passerai donc à consacrer 2 minutes au dernier volet. À l'évidence, les raisons de nature politico-criminelle qui sont à la base de cette réforme sont connues, ont été dites. Et je pense que le regard du législateur et puis des agences dites d'enforcement, elles sont toutes consacrées au marché français et aux entreprises françaises. Cela dit, si moi je devais faire ce que je fais assez souvent, faire une évaluation du risque pour une entreprise qui est susceptible d'avoir des rapports avec les marchés français, je devrais la prévenir d'un certain nombre de risques liés au pouvoir des sanctions de l'AFA, du Parquet national financier, et en tout cas du cadre juridique qu'on vient de déterminer. Parce que si on lit dans les détails, et Antoine Gaudémé l'a évoqué tout au début, les dispositifs législatifs, eh bien on retrouve quelques éléments qui font un peu un clin d'œil aux entreprises étrangères, ou en tout cas qui les menacent un peu de loin. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a une extension de l'extraterritorialité qui est claire, avec une phrase qui m'a beaucoup frappé. Dans les cas des infractions prévues par les codes pénals dont on parle, commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi est applicable. Et je peux vous dire que je connais un nombre assez limité d'entreprises qui, en tout cas dans mon activité professionnelle, qui exercent leur activité de manière stable en France, mais j'en connais un nombre très important dont en partie les activités économiques sont susceptibles de se produire en France. Comment je peux les aviser et quels sont les risques auxquels s'exposent? Je pense que ces dispositifs législatifs présentent quelques défauts de précision, ou en tout cas se prêtent à des interprétations variables. Et puis la dimension du champ subjectif d'application. Quand on dit les sociétés employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France, ça me laisse entendre qu'il faut avoir aussi des entreprises qui sont situées à l'étranger qui pourraient tomber sous les coups de la loi. Et encore, si on continue, on voit très bien finalement qu'il y a un rayonnement extraterritorial de la loi, du dispositif préventif et du dispositif répressif qui pourrait être vaguement menaçant. Je l'ai dit même en termes positifs, c'est une menace qui est effectivement finalisée à réduire l'impact d'actes illicites, mais qui finalement présente des marges d'interprétation assez vastes. J'en terminerai peut-être en disant que j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit par M. Sapin, notamment concernant la règle du ne bis in idem.
Je n'y crois plus à la règle du ne bis in idem. Elle n'a pas été appliquée par la Cour de cassation dans le cadre du DOJ, elle n'est pas appliquée par les juridictions italiennes. Je crois que finalement, c'est un peu un arrangement, je ne dirais pas à l'amiable, mais c'est un peu un arrangement entre les différentes autorités d'enforcement au niveau mondial qui est en train de se dessiner. Je ne voudrais pas que ça se règle par un jeu de force ou un jeu de pouvoir, et donc je reste en attente aussi de développement ultérieur. Merci beaucoup. Peut-être on peut prendre encore une ou deux questions. Des équipes très humainement développées, je dirais. Les moyens du parquet financier sont ceux que lui a octroyés pour le moment le ministère de la Justice. Je pense que quand je plaisantais tout à l'heure en vous parlant de mon chiffre d'affaires, je travaille beaucoup sur cette question pour pouvoir dire j'ai rapporté tant, vous devez... Parce que j'ai oublié de vous dire, j'avais calculé, et je parle devant un ministre qui a tenu les manettes, mais j'ai rapporté 788 millions d'euros, j'en ai coûté 4. Parce que, bien entendu, j'avais à peu près, quand j'avais préparé mon discours de rentrée, j'avais évalué le coût du parquet financier. Et de toute la chaîne pénale, j'étais monté jusqu'à 17. Donc, je vous laisse faire vous-même les calculs. Non, trêve de plaisanterie, les moyens sont ce qu'ils sont. Je regrette qu'ils ne soient pas plus étoffés, pas forcément d'ailleurs en nombre de magistrats, mais en nombre de collaborateurs qui peuvent être des assistants spécialisés. Vous voyez, nous avons par exemple un assistant spécialisé qui a un très haut profil HEC avec une très longue expérience de travail dans les cabinets d'audit. Elle a été d'une aide extrêmement précieuse dans le traitement de ce dernier dossier Société Générale. Parlons plutôt des moyens de la police. Il y a les moyens des magistrats. Ce qui est plus inquiétant, plus important, c'est les moyens de la police. Mais il faut dire aussi que le fait d'avoir travaillé, ça a été aussi, c'est ce que je disais, ça va nous changer dans notre organisation, dans nos méthodes de fonctionnement. Nous avons demandé beaucoup moins aux services de police que ce qui déploie d'habitude dans un cas pareil, en termes de perquisition, d'écoute, le fait d'avoir partagé des preuves et d'avoir une coopération de l'entreprise qui a participé, ça a allégé aussi le travail des policiers et d'une certaine façon, ça a aussi allégé le nôtre. Donc tout ça est un... Bon, je ne désespère pas que le parquet s'étoffe à l'avenir, mais bon, ça viendra en son temps. Et puis, je pense qu'il y a probablement d'autres priorités, mais je fais toujours entendre ma voix pour demander des effectifs supplémentaires, mais je crois que la police a besoin, elle aussi, d'effectifs supplémentaires et peut-être plus, et c'est le manque est plus criant de son côté que du parquet financier. Donc, et je pense aussi qu'avec beaucoup de volonté, de détermination et de travail, d'intelligence dans l'appréhension des dossiers, on peut soulever des montagnes. Je le crois vraiment. Et en tout cas, appliquer cette belle loi. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, chacun en tête qu'il y a un cocktail qui attend. Oui. Je n'ai pas une question, mais j'ai été très intéressé par le triptyque fascinant, mystérieux, menaçant. Je trouvais très rationnel et en même temps mettant beaucoup de subjectif. Donc c'était fascinant, tant mieux. Je pense que c'est l'innovation qui fascine. C'est pas pour une fois que c'est nous qui innovons et qui fascinons, c'est bien. Les Italiens aussi nous fascinent, hein, ne vous inquiétez pas. Mystérieux, mais là je crois que c'est plutôt des questions qui s'adressaient à la FA. C'est qu'est-ce que la conformité ? Est-ce qu'il y a plusieurs modèles de conformité ? Bon, je crois qu'il y a une volonté de la FA qui est d'essayer d'avoir quelque chose
d'unique, qui permettent de donner un sentiment unique, mais en ayant une adaptation qui s'adapte, enfin une application qui s'adapte bien aux situations, mais c'est pas à moi de le dire. C'est au caractère menaçant que je voudrais ce caractère menaçant. C'est exact et c'est voulu. Tout ce que vous avez décrit, c'est une volonté du législateur d'étendre jusqu'à un certain point l'extraterritorialité pour ne pas se trouver en situation de faiblesse compte tenu de l'inventivité de ceux qui ont délibérément décidé d'utiliser la corruption comme un moyen pour gagner des marchés. Donc c'est vraiment, et permettre, dans toute indépendance ensuite, aussi bien au parquet qu'aux magistrats, et à la fin, dans le cadre de ses compétences, de mettre en œuvre cette capacité d'extraterritorialité. Mais c'est vrai que c'est toujours insatisfaisant d'un certain point de vue. Et au fond, en Europe, j'ai dit que la coopération internationale était nécessaire, mais s'il y a bien un niveau où cette coopération peut se mettre en œuvre, c'est bien au niveau européen. Moi, j'appelle de mes voeux, je crois qu'elle est en cours d'élaboration, une directive européenne sur ces questions-là, qui permettent aux Italiens d'être menacés tout autant par les autorités italiennes qu'elles sont menacées par les autorités françaises. Et d'ailleurs, ça permettra aux autorités françaises et italiennes de travailler de commun sur des sujets qui les intéresseraient l'un et l'autre. Et donc, vraiment, j'appelle ça... Sur la première loi Sapin, j'ai le souvenir que c'est la loi qui avait créé, en tous les cas, l'entité qui n'était pas nouvelle dans son principe, mais des délégations de services publics. Et il y a eu une directive européenne ensuite qui a... appliquer, si je peux dire, au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, cette notion de délégation de service public. Moi, je souhaite, non pas parce qu'on serait le modèle en toute chose, même si on a le droit d'être, comment dirais-je, exemplaire, donc on n'est pas un modèle, mais enfin, si on pouvait travailler dans ce sens-là, je pense que ce serait là aussi une excellente chose, que toutes les sociétés européennes se trouvent, non pas confrontées à la même menace, mais se trouvent devant la même responsabilité. Je pense que ce serait une excellente chose. Merci. Il me reste à vous remercier très vivement, à remercier tous nos intervenants d'avoir pris de leur temps très précieux, chacun le sait, pour venir aujourd'hui échanger sur ces sujets à l'université. C'est important pour nous, Emmanuel Brine l'a dit en commençant, notre ambition en créant le diplôme qui accueille ces échanges aujourd'hui, le diplôme de Compliance Officer, c'était de faire en sorte que ces sujets nouveaux se développent dans l'université et pas à la périphérie, parce que nous pensons qu'elle est un lieu qui garantit des échanges indépendants et de qualité. Donc merci beaucoup d'avoir agréé à ce Cénacle pour ces échanges, et vous êtes conviés à présent à un cocktail qui se trouve dans l'appartement des Canals, juste avant la cour d'honneur. Montez l'escalier, il vous mène directement à l'appartement des Canals. Merci encore.